Bonjour à tous. Alors, eh bien, je voulais un petit peu vous donner mon avis sur le nouveau XT5, sachant que je possède le XT4. Voilà. Et expliquer pourquoi, sans aucune méchanceté ni reproche par rapport à Fuji ou quoi que ce soit, hein. Vous expliquer pourquoi moi je ne passerai pas au XT5. Les raisons, bien sûr. Alors, on va commencer peut-être par le prix, 2000 euros. Ça fait quand même une augmentation par rapport au XT4, donc ça on pouvait s'y attendre. Maintenant, 2000 euros en APS-C, ça commence à être costaud comme prix, on va dire, et il faut là que ça soit vraiment justifié. Et on va parler des justifications que chacun peut voir, hein. Alors, la première chose, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on va accepter dans une augmentation de prix. Euh, il va falloir que l'appareil apporte une plus-value certaine. Donc là, évidemment, on va commencer par les 40 mégapixels à la place des 26. Là, il est bien évident que c'est une plus-value certaine. Alors c'est une plus-value, mais elle a aussi, on va le voir un peu plus loin, certaines conséquences qui, elles, sont pour le coup plutôt de la moins-value par rapport au XT4. Donc ça, c'est la première remarque. Ensuite, la plus-value, elle va être pour certains et uniquement pour certains, elle va être sur l'écran arrière qui n'est plus sur rotule. Alors moi par exemple, là je filme avec le XT4, si j'avais pas l'écran sur rotule, je vous le dis tout de suite, je serais bien embêté. Bref, donc vous avez compris je pense de quel côté je me range par rapport à ce point précis, on en reparle après. Ensuite, on a bien sûr l'autofocus et la fameuse détection qui est bien meilleure sur le XT5 puisqu'il hérite de ce qui s'est fait sur le XH2S et le XH2, puisqu'au niveau de détection, on est bien d'accord, on ne parle pas pour l'instant du suivi, mais de la détection, c'est la même chose sur les trois appareils. Donc c'est une belle évolution par rapport au XT4, hein, même si là, au moment où je me filme, je le vois très bien justement sur mon écran retourné, le XT4 suit très bien mon œil, mon visage. Alors évidemment, je bouge pas, mais enfin bon, si je fais ça, je vois bien qu'il me suit, il part pas sur l'arrière-plan, hein. Ça va quand même. C'est pas un mauvais autofocus qui est dans le XT4 et il y a la fameuse détection des visages et des yeux qui marche bien. C'est pas du niveau de Sony, hein, parce que donc moi j'ai possédé un Sony avant, donc je peux en parler. C'est pas du niveau de Sony, c'est sûr, quand ça commence à bouger pas mal, ou de Canon, c'est sûr. Mais enfin, ça fait quand même suffisamment le job. Alors, le XT5 va faire peut-être un peu mieux dans le sens où le petit carré sera peut-être un peu plus collé sur l'œil, encore bon, c'est à voir. Mais surtout, il va détecter plein d'autres sujets. Alors, je dirais, bah, d'abord, il faut en avoir l'usage. Euh, Si vous en avez vraiment l'usage, c'est une plus-value intéressante. Après, moi de mon côté, ce qui va faire que, par exemple, ça ne va pas m'intéresser de passer au XT5 pour ce point-là, c'est que je vais considérer que la détection de sujets divers et variés et le fait que la détection suive les mouvements, alors attention, là justement on rentre dans le détail, la détection suit le mouvement, c'est une chose, par contre que l'autofocus lui-même suive le mouvement, c'est une chose différente et c'est bien ça le problème. On va y revenir. Donc, je voulais dire que avoir de la détection vraiment au top, si pour moi c'est pas couplé avec un suivi autofocus qui lui aussi progresse beaucoup, est au top, quoi, bah ça sert pas à grand chose. Et donc pour moi cette plus-value là, elle n'est pas validée sur le XT5 parce qu'elle n'était déjà pas sur le XH2. Et pourquoi? Parce que la détection c'est donc une chose et c'est ce qui est très à la mode sur les appareils qui sortent actuellement.
Et les testeurs s'aperçoivent des fois avec étonnement, ou alors ils ne sont pas étonnés parce qu'ils savent vraiment comment ça marche, hein. Ils aperçoivent qu'il y a des super outils de détection et qu'après, quand ça bouge par contre beaucoup, on voit que le collimateur qui a détecté un œil, une tête, et tout, il va bien suivre, hein, en général, il n'y a pas de problème. Mais que par exemple dans une rafale, eh ben, on va avoir carrément 50% de photos floues, quoi. On se dit, mais comment c'est possible? Ben, en fait, la détection, elle fonctionne sur des algorithmes, hein, c'est purement de l'informatique, hein, c'est des lignes de code, hein, voilà. Alors des très bonnes lignes de code, et là, les codeurs de Canon ou de Sony, on va dire, en gros, sont meilleurs que les codeurs de Fuji ou de Nikon, par exemple, à ce niveau-là. Ça, c'est sûr, parce que la partie détection, elle était jusqu'à maintenant meilleure chez Sony et Canon. Là, elle devient meilleure aussi chez Fuji, tant mieux. Bon, donc ça, c'est la partie détection. Par contre, la partie suivi, elle est basée sur plusieurs éléments. On appelle ça aussi le rafraîchissement de la mise au point, c'est-à-dire la capacité à adapter la mise au point quand ça bouge vraiment. C'est-à-dire que là, moi, bing, je vais me rapprocher d'un coup, vous voyez, ah bah là, il met un peu du temps, voilà. Parce que la détection, ouais, elle se fait, mais par contre, le focus, lui, il met un peu plus de temps. Alors, en vidéo, ça se voit tout de suite, évidemment. En photo, on s'en rend compte que quand on regarde les photos au final. Et là, le suivi, le rafraîchissement de la mise au point, il va être tributaire en fait de plusieurs éléments. Il va être tributaire d'abord du moteur qu'il y a dans l'objectif, la qualité du moteur, déjà pour commencer. Et là, d'une marque à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes qualités. Alors, je ne saurais pas dire hein, clairement qui est meilleur à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est un élément qui joue. Le deuxième élément qui va jouer, c'est encore une fois, là c'est la partie algorithme. Les algorithmes qui expliquent en gros au moteur qui est dans l'objectif comment il faut se décaler, là, de combien de degrés il faut tourner pour adapter les lentilles, etc. Tout ça allant évidemment très vite, mais on va avoir des algorithmes qui vont permettre d'aller plus vite chez certains constructeurs que chez d'autres. Et chez Fuji, jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas réputés pour être les meilleurs non plus à ce niveau-là. Donc ça, voilà, c'est la deuxième composante d'un bon suivi de l'autofocus. Et enfin, la troisième, qui on va voir pose des problèmes, par exemple à Sony notamment en ce moment, c'est la vitesse de lecture du capteur. Et là, on le voit très bien, notamment avec les capteurs empilés qui ont un suivi autofocus qui est très rapide. C'est les plus rapides des suivis autofocus. C'est pour ça notamment que le Fuji X-H2S a un suivi autofocus bien meilleur que le X-T5 ou que le X-H2. Là, on ne parle pas de la détection, on parle bien du suivi de l'autofocus. Et donc, comme les capteurs empilés ont une vitesse de lecture beaucoup plus grande que les capteurs non empilés, ils vont beaucoup plus vite. En tout cas, cette composante-là du suivi autofocus est bien meilleure. Après, dans les capteurs non empilés, on a deux catégories. On a ceux qui ont une vitesse de lecture encore acceptable, qui ne va pas trop pénaliser le suivi autofocus. Ça sera bien moins bon, c'est sûr, hein, que sur un capteur empilé, mais enfin, ça sera pas mal quand même. Alors, c'est le cas notamment de Canon. Canon, ils ont des vitesses de lecture sur le R5, le R6, le nouveau R6 II notamment, là, qui vient de sortir, le R7. Ils ont des vitesses de lecture qui sont quand même pas trop mauvaises, malgré que les capteurs soient pas empilés, ce qui leur permet d'avoir un bon suivi autofocus, parce qu'eux, ils ont des très bons algorithmes de suivi, et ils ont sûrement des très bons moteurs autofocus dans les objectifs. Surtout les très chers, là, ceux qui ont les moteurs USM. Et donc, du coup, qu'en est-il du XT5 ? Sa vitesse de lecture de capteur est pas des plus mauvaises, mais elle est certainement un peu moins bonne que le XT4 parce que il y a 40 mégapixels. Donc, malgré le processeur plus rapide que sur le XT4, il va lire le capteur un peu moins vite.
Et donc, malgré les progrès qu'il y a de l'autre côté au niveau processeur, eh ben, on va s'apercevoir que sur une rafale, le taux de déchets est aussi grand qu'avec le XT4. Et ça veut dire, sur une rafale, ça dépend du sujet bien sûr, évidemment, hein, mais sur un sujet qui met un petit peu en difficulté, on va dire, un autofocus, notamment un sujet qui vient à vitesse assez élevée face à l'objectif, on va être autour d'un gros 50% de déchets, aussi bien sur le XT4 que le XT5. Donc pour moi, le XT5, il n'apporte pas d'avancée par rapport à ça. C'est-à-dire la détection, c'est un peu un trompe-l'œil en quelque sorte, mais le vrai suivi autofocus, il n'a pas progressé. Et donc, bon, c'est une raison aussi pour laquelle je ne passerai pas au XT5. Alors, on peut parler de la concurrence vite fait. Donc, je disais, les Canon, ils sont meilleurs sur ce point, c'est très clair. Les Sony, jusqu'à maintenant, sur le suivi aussi. Mais alors, le problème de Sony, là, on va le faire vite fait, hein, c'est qu'ils commencent à être vraiment pénalisés sur la vitesse de lecture de leur capteur, qui est alors de loin la plus faible du marché. Hein. La lecture des capteurs Sony, c'est à peu près 1/15e de seconde, hein, en moyenne, les non empilés, hein, bien sûr. Et A7S3 mis à part, parce qu'il a un capteur que de 12 mégapixels, donc il lit plus vite évidemment. Sinon les autres, A7IV, A7R5, A7R4, A7III, A7R3, ils ont une vitesse de lecture autour de 1/15e de seconde. C'est-à-dire que le moins bon juste après eux, c'est 1/30e de seconde. C'est déjà le double, quoi, en fait. Et un XT4, notamment, je crois il est à 1/40e de seconde en lecture de capteur. Et là, Sony, ils ont beau avoir, eux, par contre, la partie algorithme qui est au top, avec la détection, ils commencent à être freinés par leur vitesse de lecture de capteur assez ridicule. Et le meilleur exemple, c'est les premiers tests de l'A7R5, où les testeurs sont ébahis parce qu'il y a des outils de détection, hein, comme justement là dans le XT5, des nouveaux outils de détection chez Sony qu'il n'y avait pas avant et qui fonctionnent très bien. Et sauf que quand ils font une rafale avec un truc qui va vite par rapport à l'appareil photo, c'est pareil, ils ont la moitié des photos floues. Oui, forcément, avec un capteur qui lit à 1/15e de seconde, ça ne peut pas aller plus vite. Donc bref. Revenons à nos moutons, l'autofocus avec le suivi, pour moi, ne s'améliore pas par rapport au XT4, donc c'est pas un point qui me fera changer non plus. Voilà. Alors ensuite, il y a la résolution en elle-même. Bon, c'est sûr que c'est le seul point, ça, c'est sûr qu'en recadrage, hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais si on perd quasiment pas en ISO élevé et en dynamique, ça n'a que des avantages d'avoir plus de mégapixels, bon, à part que ça prend plus de place sur les cartes et les ordis, mais bon, sinon, ça mis à part, ça n'a que des avantages, notamment pour cropper. Ouais, c'est sûr que, mais bon, pas à 1000 €, hein, parce que, je dis 1000 €, parce que revendre un XT4, c'est à peu près, c'est ça, hein, je pense, on en tire 1000 €, hein, s'il est en bon état, à peu près, hein, plus ou moins 100 €. Donc, faut quand même remettre 1000 € pour avoir le XT5. Hein. Le passage de 26 à 40 mégapixels ne justifie pas 1000 € si, encore une fois, derrière, il n'y a pas vraiment une amélioration très notable de l'autofocus, notamment. Et puis, le problème, c'est qu'il y a aussi, moi je trouve, c'est pire que des non-améliorations, là c'est carrément des régressions, pour moi, et qui me feront encore moins passer vers un XT5. Et on va voir lesquels, donc tout de suite. Alors, donc écran sur rotule, donc, ou écran orientable haut, bas et sur un côté. Moi je vous explique pourquoi je me range du côté de ceux qui préfèrent l'écran sur rotule. La première raison, là aussi, tout simplement, écran fermé. Alors, écran fermé, qu'est-ce qui se passe? Déjà,
le XT4 qui a un look, ou le XT5, hein, qui ont un joli look rétro avec leurs molettes, qui font penser vraiment l'objectif avec sa bague de diaphragme, qui fait bien sûr penser à de l'argentique, bah, autant aller jusqu'au bout du concept. Et franchement, quand cet écran est fermé, ça lui donne un côté rétro encore plus marqué, encore plus sympa. Hein. D'autant que, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, le côté granuleux là qui rappelle justement bien les appareils argentiques, c'est sympa. Donc ça, c'est la première chose. Bon, et puis, à part le côté esthétique, je pense qu'il y a des possesseurs de XT4 parmi vous. Eh bien, je ne sais pas si c'est pareil, mais moi, il me semble que si je réfléchis, je prends largement la moitié de mes photos écran fermé. Alors d'une part, ça le protège, d'autre part, on n'a pas le nez qui bute dedans, d'autre part, ça lui donne toujours un look plus sympa. Et puis, je me sers du viseur, quoi, tout simplement. Alors oui, d'accord, et après, pour voir la photo que tu viens de prendre, éventuellement, tu appuies sur la petite flèche, hein, et tu regardes ta photo dans le viseur. Tu la vois d'ailleurs mieux que sur l'écran, parce que le viseur est plus défini que l'écran. Puis on la voit plus grand aussi, on peut tout à fait zoomer dedans comme on fait avec l'écran, enfin bref, pas de problème. Tu as besoin d'un truc dans le menu, notamment le quick menu, tu appuies sur la touche, hein, ça apparaît dans le viseur, tu te déplaces avec tes flèches, tu règles ce que tu veux. Pour moi, c'est pas du tout un problème de prendre des photos écran fermé. Hein. Moi, je vais me servir de l'écran en photo que quand il y a vraiment besoin de s'en servir, et notamment là, j'aurais besoin de son aspect monté sur rotule. Alors, quand est-ce que je vais me servir de l'écran? Vraiment? Je vais m'en servir dans les situations où j'ai besoin, bien entendu, de l'orienter. Alors, ça peut être bien sûr comme ça, en contre-plongée, ça peut être comme ça, en plongée, ça peut être comme ça, en contre-plongée verticale. Plus ou moins justement suivant comment on est aussi et comment on s'oriente verticalement. Voilà, on peut, alors dans certaines situations moins fréquentes, mais l'orienter encore dans des positions carrément, voilà, comme ça. Ça peut servir dans certains cas, clairement. Et puis bien sûr, ce que permet pas l'écran du XT5, hein, c'est ça. Et ce que certains vont trouver, je sais pas, inutile. Alors, inutile, ça dépend pour qui. Donc, en mode selfie, on va dire. Bon, c'est sûr qu'avec les smartphones, déjà, il y en a qui font jamais de selfie, hein, évidemment. Et puis, avec les smartphones, voilà, on va dire que c'est pas très utile. Ok, donc moi, tout simplement, quand je me balade, alors pas tout seul, en général, c'est plutôt accompagné, hein, que ce soit avec ma compagne, mes enfants, voilà, on se balade dans un endroit sympa, on veut se faire un petit selfie, mais à plusieurs, dans l'endroit sympa. Un selfie sympa, c'est-à-dire où la qualité va être bien meilleure que celle d'un téléphone, et on est bien content d'avoir cette position écran retourné dans ce cas précis. Donc ça, c'est un cas en photo, bien sûr. L'autre cas, c'est évidemment en vidéo. Et là, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Hein. Le reste de cette vidéo où je filme pas avec mon téléphone, je filme bien avec le XT4 et son écran retourné pour avoir du contrôle. Donc ça, c'est pour le côté retour vidéo. Ce retour vidéo, vous en avez carrément besoin aussi si vous utilisez cet appareil pour une visio. Hein. Et donc moi, ça m'arrive. Et pour moi, l'écran retournable est indispensable dans ce cas-là. Donc voilà pourquoi moi, pour cet ensemble de raisons, et je précise bien que quand j'utilise l'écran en position plongée, contre-plongée, le fait qu'il ne soit pas dans l'axe parfait, on va dire, du viseur, ne me gêne, mais alors absolument pas. Donc pour toutes ces raisons, voilà un des arguments pour lesquels je ne passerai donc pas au XT5. Alors, la rafale. Donc la rafale, on va rentrer dans le menu.
Voilà, enregistrement, non, c'est pas ça, ok. Donc, on va ici, Drive, ok, réglage prise de vue, on y est. Donc, les réglages de cadence rafale, on va aller tout de suite dans cadence élevée. Voilà, ok, on va commencer par la plus basse. Donc la plus basse, c'est 10 images secondes, que ce soit en électronique ou en mécanique. Ensuite, 15 pardon, images secondes en mécanique ou en électronique. Ok. Ensuite, 20 images par seconde uniquement en électronique, mais comme on le voit, non croppé. Donc voilà une différence par rapport au XT5. Sur le XT4, on peut faire du 20 photos par seconde en obturateur électronique sans crop. Alors, on peut se dire aussi, le XT5 il fait 40 mégapixels, même avec le crop de 1,29 qui est appliqué, ça va ramener la résolution à 24 mégapixels. Sur le XT4, on est à 26 mégapixels sans crop, donc on pourrait se dire finalement, ça change pas grand-chose. Donc c'est vrai, hein, à ce niveau-là, c'est vrai. On peut quand même aussi se dire que un crop, c'est pas que une perte de résolution, c'est aussi un crop dans l'image. Et donc, si vous êtes déjà, je sais pas, vous avez une focale fixe et vous avez un crop 1.3 imposé par la rafale, si ça se trouve, c'est trop. Vous pouvez pas reculer plus, par exemple, ou alors vous avez un zoom et vous êtes déjà au minimum de votre zoom. Voilà, hein, on va dire ce genre de situation où le crop peut être pénible quand même. Alors ensuite, sur le XT4, on a en électronique pure, croppé, parce que là on peut aussi voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut vouloir du crop parce qu'on n'a pas assez de zoom. Donc là dans l'autre sens, on veut du crop pour la rafale, donc soit à 10 images par seconde, soit à 20 images par seconde, et surtout, c'est la dernière position qui va nous intéresser, qu'il n'y a pas sur le XT5, c'est la possibilité de monter à 30 images par seconde. Alors là, on est croppé de force, hein, on va dire, à 1,25, c'est pas un 29, c'est un 25. Surtout, on peut faire du 30 images par seconde. Bon. On peut regarder aussi le buffer parce que c'est indiqué, surtout ce qui nous intéresse c'est le buffer en RAW, hein, évidemment. 33 images, vous voyez, là on est à 30 images par seconde. Alors c'est pas fou, hein, mais c'est mieux, enfin c'est même pas mieux, ça n'existe pas le 30 images par seconde sur le XT5. On va redescendre au 20, croppé, voilà, exactement, comme sur le XT5. Là on a 34 RAW. Je précise, je suis en RAW normal, hein, d'accord. Alors, je ne peux pas dire une bêtise, il faut aller vérifier. Sur le XT5, il me semble que c'est 19 RAW, hein, la rafale, le buffer. Alors déjà que 34, c'est vraiment juste, hein, ça dépend de pourquoi on utilise cette rafale ultra rapide. Mais quand même, voilà, 34 c'est juste, mais alors 19, vous pouvez quasiment pas vous en servir, hein, ça veut dire là clairement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, c'est toujours un peu la même chose, quelle que soit la cadence. Par exemple, on peut se mettre en 15 photos avec l'obturateur mécanique, ben ouais, 34 RAW, quoi. 35, ouais. Non, 34, c'est RAW plus JPEG. Ou enfin bref, c'est à peu près pareil. Alors là, je pense que, enfin j'espère, que le XT5, il n'est pas bloqué à 19 RAW dans ce cas-là. Il faut aller vérifier. Mais bref, il y a quand même une différence dans la rafale entre les deux appareils, hein, et clairement en photo vraiment de sport ou animalière plus, hein, où on va avoir besoin de cette rafale super élevée, bah, clairement le XT4 est meilleur, donc non seulement on gagnera rien, mais on perdra à passer au XT5. Oui, alors pour terminer, je voulais préciser aussi comment je filmais là actuellement sur le XT4. Donc je filme. Au niveau objectif, j'ai le Sigma 30 mm 1.4 qui est super. Vraiment, merci Fuji d'avoir accepté
tester d'ouvrir la monture à Sigma et Tamron. Mais si pour l'instant leur parc optique dédié à la PSC est pas dingue, on a déjà ces petits Sigma là qui sont top. Moi j'ai le 30 et j'ai aussi le 56 qui est super. Donc là c'est le 30. Là il est ouvert à 1.4. Je filme avec le profil Eterna. Voilà, en 4K 25 standard, on va dire. Voilà pour ça. Donc vite fait pour terminer aussi un petit mot sur la concurrence du XT5 pour ceux qui sont intéressés par le XT5. Je pense que forcément ils ont ça en tête. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, hein. Sony malheureusement a complètement délaissé ses boîtiers APS-C, enfin il les a délaissés, il ne sort que des boîtiers APS-C dédiés à la vidéo. Donc c'est le dernier, la FX30 là dernièrement, la ZVE10. Voilà. Donc en photo, c'est pas des boîtiers faits pour de la photo, clairement, hein, même si on peut en faire avec. On sent que toute l'ergonomie n'est pas du tout faite pour, déjà il n'y a pas de viseur. Et leur dernier bon boîtier APS-C, c'est le A6600 qui commence sérieusement à dater sur beaucoup de points. Pour le coup, et c'est pas, surtout au prix où il est vendu, 1500 €, là, c'est clairement pas un boîtier intéressant. C'est dommage parce qu'eux, ils ont au niveau optique, en APS-C, il y a quand même de quoi faire, notamment parce qu'il y a Sigma et Tamron, mais aussi parce que, par exemple, ils ont un très bon 1655 f2.8 Sony pour l'APS-C, qui est nettement plus compact et plus léger que celui de Fuji. Donc ça peut être un argument s'ils avaient un boîtier APS-C qui tenait la route. Après, évidemment, on va penser à Canon, parce qu'ils ont fait une sorte de massacre avec le R7. Les deux problèmes du R7, c'est que d'abord, bon courage à ceux qui arrivent à en trouver un. Parce que visiblement, il est sorti en mai, hein, je crois. Et en tout cas, en France, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont réussi à l'avoir pour l'instant. Donc ça, c'est le premier problème. Alors que les Fuji, ils sortent là comme des petits pains, XH2S, XH2, XT5. Vous voyez, ils sont en stock tout de suite sur tous les sites. Donc c'est un peu mieux calculé de la part de Fuji, je pense. Bref, le deuxième problème du R7, alors pour le coup, lui, le prix est mieux placé que je trouve que le XT5, puisqu'il est à 1500 € et franchement, il lui manque pas grand-chose par rapport à un XT5. Hein. Il lui manque, il a 32 mégapixels au lieu de 40. Bon, parce que c'est vraiment très gênant, je sais pas. Il a un viseur un peu moins bon là, parce que par contre c'est qu'un 2, je sais plus combien là, mégapixels, c'est un peu le seul point finalement où il va être en retrait. Alors évidemment il y a l'ergonomie hein, qui change complètement. Bon, ça c'est un détail, c'est pas forcément un avantage, un inconvénient, ça c'est indiscutable, je veux dire, c'est selon ses préférences. Par contre, on est bien d'accord qu'il a un AF en suivi bien meilleur que celui du XT5. Voilà, il a en rafale, il est bien meilleur aussi, parce qu'on a parlé de la rafale juste avant. La rafale du XT5, pour le coup, est moins bonne que celle du Canon R7, hein, c'est sûr. Et il coûte 500 € de moins. Donc là, on se dit, l'affaire même, elle est pliée. Mais alors, heureusement pour Fuji, hein, le problème, c'est les objectifs avec le R7. À part l'objectif de kit qui est vendu avec, il y a 0 objectif RF pour APS-C, RF-S, à part celui-là. Pour les autres, il faut prendre du plein format ou se coltiner la bague et des objectifs qui ne sont pas à la base natifs pour les hybrides. Donc évidemment ça freine quand même pas mal d'acheteurs, hein. Alors surtout en grand angle, hein, parce qu'en télé, là pour le coup on peut prendre les pleins formats. D'ailleurs ils ont un 100-400 qui est très bon et qui est pas très cher, Canon, qui va comme un gant je pense sur le R7. Par contre dans l'autre sens en grand angle, il n'y a rien. C'est simple. Et on parle de grand angle standard, hein, même pas de super grand angle. Voilà.
pour la concurrence. Donc je pense que heureusement que voilà, il y a ce problème d'objectif avec le R7 parce que sinon le XT5, je vois pas bien qui objectivement en voudrait. Hein. Voilà. Donc moi en tout cas je n'en veux pas. Vous avez compris pourquoi. C'est pas pour prendre un R7, c'est juste parce que finalement si je réfléchis bien moi à mon usage et puis à ce qui m'irait, c'est plutôt un XH2S pour le coup. Et donc, alors là, c'est plus 1000 euros qu'il faut rajouter, c'est 1006, ouais, 1006 quoi. Mais à la limite, là, l'autofocus qui va bien, on l'a. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Alors certes, on garde 26 mégapixels. Voilà. Bon, c'est un compromis à accepter pour avoir un autofocus qui va vraiment bien. Et notez que le nouveau Canon R6 II, qui a priori s'annonce comme une tuerie, ne fait que 24 mégapixels. Hein. Donc il n'y a pas non plus... voilà, c'est pas grave. Hein. Et puis il y a d'autres choses. La 4K 120, ça c'est quand même un argument. Quand on fait de la vidéo maintenant, à l'heure actuelle, avoir en 4K un bon niveau de ralenti, c'est intéressant, je trouve. Donc rien que pour ça, 4K 120, bien meilleur autofocus et pas de rolling shutter, j'oubliais. Bah oui, quand même, évidemment. Ça, là pour le coup, ça vaut les 600 euros de plus que le XT5. Là, je suis d'accord. Donc, alors je les ai pas, hein, mais si je devais choisir et que j'ai réussi à économiser suffisamment et que je revends mon XT4 dans quelques temps, je prendrai plus un XH2S qu'un XT5. Voilà, merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Bonne photo à tous.